Le ciel de Paris pleure ce matin-là, ses larmes grises glissant sur les vitraux de la petite église Sainte-Marie du Marais. Dans la sacristie, au mur de pierre froide, Margot Dubois serre ses mains tremblantes autour du bouquet de lys blanc qu'elle n'a pas choisi. À 24 ans, elle porte une robe de soie ivoire qui appartient à sa demi-sœur Céleste, celle qui devrait se tenir à sa place aujourd'hui, celle qui devrait épouser cet homme qu'elle n'a rencontré qu'une seule fois. L'écho des cloches résonne dans ses os comme un glas. Chaque tintement lui rappelle pourquoi elle est là. Sa mère, Isabelle, qui s'affaiblit chaque jour dans leur petit appartement de Belleville, a besoin d'un traitement que seuls les hôpitaux privés peuvent offrir. 50 000 €. Une somme qui représente 3 années de son salaire de serveuse au café de Monsieur Henri dans la rue des Rosiers. « Mademoiselle, c'est l'heure. » Le prêtre, un homme aux cheveux argentés dont la voix porte la douceur des confessions entendues, pose sa main sur son épaule. Margot lève les yeux vers lui, et il y lit une détresse si profonde qu'il hésite un instant. « Êtes-vous certaine de votre choix? Certaine? Comment peut-on être certaine de troquer sa liberté contre l'espoir? » Margot pense à sa mère qui lui a dit ce matin, d'une voix cassée par la douleur, « Ma petite étoile, ne sacrifie pas ta jeunesse pour moi. » Mais comment ne pas le faire quand c'est la seule mère qu'elle ait jamais eue, celle qui l'a élevée seule après que son père les ait abandonnés pour construire une nouvelle famille avec la mère de Céleste. Dans L'Église, les rangées de chênes sculptés sont presque vides. Quelques témoins seulement, Madame Moreau, la concierge de son immeuble qui pleure déjà dans son mouchoir brodé, Henri, son patron, qui a fermé le café pour être présent, et au fond, Céleste, droite comme un cyprès, le regard dur comme l'acier. Sa demi-sœur porte un tailleur noir qui semble annoncer un deuil plutôt qu'un mariage. L'homme qui l'attend devant l'autel se tient de dos, les épaules larges sous un costume sombre parfaitement coupé. Elle ne voit que sa nuque, ses cheveux bruns soigneusement coiffés, ses mains jointes dans le dos. Il ne se retourne même pas quand ses pas résonnent sur le marbre froid de l'allée centrale. Cette indifférence glace le sang de Margot plus que le vent de février qui s'engouffre par les portes mal closes. Quand elle atteint enfin l'hôtel, l'homme se tourne lentement. Édouard Moreau? Non, pas Moreau. Elle vient d'apprendre que c'est un faux nom. Son véritable nom, elle ne le connaît toujours pas. Leurs regards se croisent pour la 2e fois de leur existence. Ses yeux sont d'un gris orage, froid comme l'hiver normand, mais au fond, très loin, elle croit percevoir une lueur qu'elle n'arrive pas à déchiffrer. Il est plus grand qu'elle ne s'en souvenait de leur unique rencontre, la semaine dernière, dans un café anonyme près de la Bastille. Ses traits sont taillés au couteau, aristocratiques, avec cette beauté froide des hommes habitués à commander sans élever la voix. Quand il lui prend la main pour passer l'alliance, ses doigts sont glacés, mais sa poigne est ferme, presque rassurante. « Édouard Moreau, acceptez-vous de prendre pour épouse Margot Dubois ?» Le prêtre récite les formules séculaires, mais sa voix semble venir de très loin, comme étouffée par l'épais manteau de brume qui envahit l'esprit de Margot. « J'accepte. » Sa voix est grave, posée, sans la moindre hésitation. Mais ses yeux ne quittent pas ceux de Margot, comme s'il cherchait à lire dans son âme les raisons qui l'ont mené jusqu'ici. Quand vient son tour, Margot ouvre la bouche et aucun son n'en sort. Les secondes s'étirent comme des siècles. Dans le silence de l'église, elle entend les battements de son cœur, le bruissement de la robe de Céleste, le souffle retenu de Madame Moreau. Elle pense à sa mère qui l'attend à l'hôpital Saint-Louis, connectée à des machines qui bipent le tempo de sa vie déclinante. « J'accepte. » Les mots sortent enfin, rauques, comme arrachés aux profondeurs de son être. L'alliance glisse sur son annulaire avec une facilité troublante, comme si elle avait toujours été destinée à être là. Le métal est chaud contre sa peau, contrairement aux mains qui l'ont placée. « Vous pouvez embrasser la mariée ?» Édouard s'approche d'elle, si près qu'elle sent son parfum, boisé, coûteux, avec des notes de cèdre et de bergamote qui lui rappellent les grands magasins où elle n'entre jamais. Ses lèvres effleurent les siennes, un baiser chaste, presque fraternel, qui dure exactement 3 secondes. Mais dans ces 3 secondes, Margot sent quelque chose se briser en elle, ou peut-être se reformer différemment. Les applaudissements sont clairsemés, polis. Céleste ne bouge pas, statufiée dans sa rancœur. En sortant de l'église, Margot croise son regard et y lit une promesse de guerre silencieuse. Sa demi-sœur approche,
ses talons claquant sur le parvis mouillé. « Félicitations, ma chère sœur. Le mot de sœur sonne comme une lame qu'on aiguise. J'espère que tu sais dans quoi tu t'es embarqué. » Et avant que Margot puisse répondre, une voiture noire aux vitres teintées s'arrête devant elle église. Le chauffeur, un homme élégant aux dents grises, descend et ouvre la portière arrière avec une révérence qui surprend Margot. Édouard place sa main sur son dos, la guidant vers la voiture. « Où allons-nous » demande-t-elle. La première phrase qu'elle lui adresse depuis leur « oui », « chez nous ». Sa réponse est simple, mais le mot « nous » résonne étrangement. Chez eux, elle n'a même pas eu le temps de faire ses bagages. La voiture démarre dans un silence de cathédrale. À travers la vitre, Margot voit défiler son ancien quartier. La boulangerie de Monsieur Petit, où elle achetait son pain quotidien, elle, école primaire, où elle rêvait d'être institutrice, le petit square où sa mère l'emmenait nourrir les pigeons quand elle était enfant. Tout cela s'éloigne à chaque tour de roue, comme si elle quittait non seulement un lieu, mais une vie entière. Édouard ne parle pas. Il consulte son téléphone, répond à des messages avec une efficacité mécanique. De temps en temps, son regard croise celui de Margot dans le reflet de la vitre, mais il détourne immédiatement les yeux. Cette distance glaciale commence à peser sur elle comme une chape de plomb. La voiture quitte Paris, s'engage sur l'autoroute en direction de l'ouest. Les banlieues défilent, puis la campagne apparaît, verte et vallonnée sous le ciel qui se dégage enfin. Margot commence à réaliser qu'elle ne sait rien de cet homme qu'elle vient d'épouser. Rien, sinon qu'il a accepté de payer les soins de sa mère en échange de ce mariage de façade. Quand ils s'arrêtent enfin, c'est devant une grille de fer forgé qui s'ouvre automatiquement. L'allée serpente entre des chênes centenaires avant de révéler une demeure qui coupe le souffle de Margot. Un château du XVIIIe siècle, ses pierres blondes réchauffées par le soleil qui perce enfin les nuages, ses fenêtres à meneaux qui reflètent le ciel comme autant d'yeux dorés. « Bienvenue chez vous, madame. » Le chauffeur ouvre sa portière avec le même respect cérémonieux qu'à l'église. « Madame. » Le titre sonne faux à ses oreilles, comme un costume trop grand. Margot sort de la voiture, ses jambes tremblantes sur le gravier de l'allée. Elle lève les yeux vers le château et comprend soudain que son mensonge est plus grand qu'elle ne l'imaginait. Cet homme n'est pas un simple bourgeois parisien cherchant une épouse de convenance. Une femme des âges mûrs, vêtue d'un tailleur impeccable, apparaît sur le perron. Ses cheveux gris sont tirés en chignon strict. Son regard bleu acier évalue Margot de la tête aux pieds avec une précision chirurgicale. « Madame la gouvernante, voici mon épouse. » Édouard présente Margot comme on présente un acquis récent, sans chaleur particulière. « Et Madame la comtesse ?» La gouvernante s'incline légèrement. « Je suis Madame Dubois, à votre service. »« Comtesse ?» Le mot frappe Margot comme un coup de poing. Elle ouvre la bouche pour protester, mais Édouard pose sa main sur son bras, fermement. « Oh, nous parlerons plus tard, » dit-il à voix basse, puis plus fort. « Madame Dubois, veuillez préparer la chambre bleue pour mon épouse. Elle aura besoin de repos après cette journée. La chambre bleue. Pas leur chambre, pas sa chambre. La chambre bleue. » Margot comprend que même dans le mariage, elle restera une étrangère dans sa propre vie. Alors qu'elle franchit le seuil du château, ses pas résonnant sur le marbre veiné d'or, Margot Dubois, non, Margot de quelque chose qu'elle ignore encore, sent le poids de sa nouvelle existence s'abattre sur ses épaules. Derrière elle, la porte se referme avec un bruit sourd, définitif, comme le couvercle d'un tombeau de velours. Dans quelques heures, elle appellera l'hôpital pour avoir des nouvelles de sa mère. Mais pour l'instant, elle suit Madame Dubois dans les couloirs lambrissés, ses yeux écarquillés devant les toiles de maître et les tapisseries anciennes, se demandant si elle vient de sauver sa mère ou de vendre son âme au diable. La chambre bleue porte bien son nom. Des murs tendus de soie azur aux rideaux de velours cobalt, tout respire l'élégance d'un autre siècle. Margot se tient au centre de cette splendeur, encore vêtue de sa robe de mariée froissée, ses chaussures à la main. Le lit à baldaquin pourrait accueillir une famille entière, mais elle n'ose même pas s'y asseoir. Madame la comtesse désirera-t-elle prendre le thé? Madame Dubois, coïncidence troublante du nom, dépose une valise de cuir sur la méridienne. « Monsieur le comte a fait apporter vos affaires de Paris. » Margot fixe la valise qu'elle n'a jamais vue de sa vie. « Mes affaires? » Monsieur le comte a envoyé quelqu'un récupérer vos effets personnels cet après-midi. La gouvernante ouvre la valise d'un geste précis. À l'intérieur, Margot reconnaît ses maigres possessions,
Ses 3 robes de travail, ses livres écornés, la photo de sa mère dans son cadre de plastique doré et des vêtements qu'elle n'a jamais portés, des tailleurs de haute couture, des robes du soir, des chaussures italiennes. Il y a erreur. Ces vêtements ne sont pas à moi. Madame Dubois sourit pour la première fois, un sourire maternel qui adoucit ses traits sévères. Ah, monsieur le comte a pensé que vous auriez besoin d'une garde-robe adaptée à votre nouveau statut. Les couturiers viendront demain pour les ajustements. Le mot de statut plane dans l'air comme un parfum entêtant. Margot s'assoit lourdement sur le lit. Le matelas cède sous son poids avec un soupir de plume d'oie. « Ah, Madame Dubois, puis-je vous poser une question ?»« Bien entendu, Madame la comtesse. »« Qui est-ce réellement mon mari ?» La gouvernante hésite. Ses mains se crispent sur le linge qu'elle plie. « Cela ne me revient pas de vous le dire. Monsieur le comte préfère certainement vous expliquer lui-même. » Elle marque une pause, puis ajoute plus doucement. « Mais je peux vous dire qu'il est un homme bon, madame. Différent de ce que l'on raconte dans les journaux. » Les journaux? Le cœur de Margot bondit. Quels journaux? Mais Madame Dubois s'est déjà refermée comme une huître. Et le dîner sera servi à 20 heures. Souhaitez-vous que je vous aide à vous préparer? Seule dans cette chambre de conte de fées, Margot erre entre les meubles précieux comme une âme en peine. Par les fenêtres à meneaux, elle aperçoit un parc à la française qui étend à perte de vue. Des buis taillés au cordeau, des fontaines de marbre, des allées de gravier blanc qui dessinent des arabesques parfaites. Au loin, des vignes étalent sur les collines comme un tapis vert et or. Elle trouve un téléphone sur la table de nuit, un appareil ancien à cadran rotatif qui semble sortir d'un musée. Après plusieurs tentatives, elle parvient à composer le numéro de l'hôpital Saint-Louis. Chambre 314, s'il vous plaît. Isabelle Dubois. Un instant, et la voix de l'infirmière est professionnellement neutre. « Bonjour, vous êtes de la famille ?»« Ah, je suis sa fille, Margot. »« Ah, mademoiselle Dubois. Votre mère va beaucoup mieux depuis ce matin. » Le traitement a été initié et le professeur Martineau est très optimiste. Elle demande de vos nouvelles. Les larmes montent aux yeux de Margot. « Puis-je lui parler ?»« Ah, elle se repose, mais je peux lui transmettre un message. Dites-lui que tout va bien, que je l'aime. » Quand elle raccroche, ses mains tremblent. Le traitement a commencé. 50 000 € débloqués en quelques heures, comme par magie. Quel homme peut mobiliser une telle somme d'un claquement de doigts? Un coup discret à la porte interrompt ses pensées. Entrez. C'est Édouard. Il a troqué son costume de mariée contre un jean sombre et une chemise blanche au col ouvert. Ses cheveux sont légèrement ébouriffés, comme s'il avait passé sa main dedans, et cette décontraction le rend plus humain, moins intimidant. « Comment allez-vous » Il reste près de la porte, respectant une distance prudente. Perdu. La franchise de sa réponse le surprend visiblement. J'ai l'impression d'être Alice tombée dans le terrier du lapin blanc. Un sourire effleure ses lèvres, le premier qu'elle lui voit. Oh, c'est une référence littéraire appropriée. Il s'avance légèrement. Vous avez pu joindre l'hôpital? Ma mère va mieux, merci. Elle le fixe intensément. Qui êtes-vous vraiment? Et ne me dites pas Édouard Moreau? Je sais que c'est faux. Il s'assoit dans le fauteuil bergère près de la fenêtre, croisant ses longues jambes. Édouard de Malmaison, comte de Malmaison, pour être précis. Héritier des domaines de Malmaison, 20 châteaux, 15 000 hectares de vignobles, 3 hôtels de luxe sur la côte d'Azur et une fortune que Forbes estime à 2 milliards d'euros. Le chiffre frappe Margot comme une gifle. 2 milliards. Elle n'arrive même pas à imaginer ce que cela représente. Pourquoi moi? Pourquoi ce mariage? Édouard se lève et s'approche de la fenêtre, lui tournant le dos. Parce que ma grand-mère, la douairière de Malmaison, m'a donné 6 mois pour me marier ou perdre l'héritage. Parce que toutes les femmes de mon milieu me veulent pour mon titre et ma fortune. Et parce que... Il se tourne vers elle. Parce que, quand je vous ai vue au café, j'ai su que vous étiez différente. Vous aviez peur, mais vous étiez là, pour votre mère. C'est le genre de loyauté qui se mérite. Oh, mais Céleste, votre sœur est belle, intelligente, ambitieuse. Exactement le type de femme que j'ai toujours fui. Ses yeux gris se durcissent. Elle m'a approché il y a 3 mois, lors d'un gala de charité. Elle savait qui j'y étais. Elle avait fait ses recherches. Elle voulait un titre, une position sociale. Vous vouliez juste sauver votre mère. Un silence lourd s'installe entre eux. Margot digère ces révélations qui bouleversent tout ce qu'elle croyait savoir de sa propre histoire. « Qu'attendez-vous de moi ?» demande-t-elle finalement.
officiellement, que vous jouiez le rôle de la comtesse de Malmaison lors des événements familiaux et sociaux, que vous m'accompagniez aux galas, aux réceptions, au conseil d'administration quand nécessaire, que vous donniez le change devant ma grand-mère. Et officieusement, il hésite, comme s'il pesait chaque mot, que vous restiez vous-même, que vous ne changiez pas, que vous ne deveniez pas comme les autres. Un carillon sonne au loin. Édouard consulte sa montre. Le dîner nous attend. Madame Dubois n'aime pas qu'on soit en retard. Dans la salle à manger, Margot découvre un nouveau monde. Une table dressée pour deux sous un lustre de cristal qui projette 1000 feux sur l'argenterie ancienne. Édouard tire sa chaise avec une galanterie d'un autre temps, et elle s'assoit en lissant nerveusement la robe noire qu'elle a choisie parmi ses nouveaux vêtements. Le repas est somptueux, velouté de châtaignes aux truffes, filet de bœuf aux échalotes confites, tarte aux poires et au chocolat. Chaque plat arrive porté par un majordome silencieux, accompagné de vin dont Margot n'ose même pas imaginer le prix. Demain, dit Édouard en découpant sa viande avec une précision chirurgicale, nous rendrons visite à ma grand-mère. Elle vit dans l'aile ouest du château. À 92 ans, elle dirige encore le conseil d'administration d'une main de fer. Est-ce qu'elle sait, pour notre arrangement? Elle sait que je me suis marié. Elle ignore les détails et je préfère que cela reste ainsi. Il lève son verre de Bordeaux. À notre collaboration, Margot? Elle trinque avec lui, troublée par la façon dont son prénom sonne dans sa bouche. À notre collaboration. Plus tard, alors qu'elle se prépare pour sa première nuit au château, Margot entend des voix dans le couloir. Elle entr'ouvre sa porte et voit Édouard au téléphone, arpentant le hall d'entrée. « Non, mère, je n'ai pas perdu la tête. Oui, c'est précipité, mais c'est fait. Elle n'est pas de notre milieu. Et alors? Père N était qu'un viticulteur avant d'épouser grand-mère. Je vous rappellerai demain. » Il raccroche brutalement et lève les yeux. Leurs regards se croisent à travers l'entrebâillement de la porte. Margot rougit d'avoir été prise en flagrant délit d'espionnage, mais il ne semble pas fâché. Au contraire, il lui adresse un sourire fatigué. « Bonne nuit, Margot. Bonne nuit, Édouard. » Elle referme la porte et s'adosse contre le battant, le cœur battant. Dans cette chambre bleue qui sent la lavande et les secrets anciens, entourée de luxe et de mystère, Margot Dubois essaie de comprendre ce qu'elle est devenue en l'espace d'une journée. Par la fenêtre, la lune éclaire le parc endormi. Au loin, les lumières d'un village scintillent comme des étoiles tombées. Quelque part dans Paris, sa mère dort paisiblement pour la première fois en des mois, les machines de l'hôpital veillant sur sa respiration régulière. Et ici, dans ce château de contes de fées, une servante devenue comtesse s'endort en se demandant si elle vient de vivre le plus beau jour de sa vie ou le dernier jour de sa liberté. Le lendemain matin l'apportera son lot de révélations. Mais pour cette première nuit, bercée par le silence ouaté des murs épais et le parfum des roses anciennes qui montent du jardin, Margot Dubois, la comtesse de Malmaison, s'abandonne enfin au sommeil, un sourire incertain aux lèvres. Le matin se lève sur Malmaison dans une symphonie dorée. Margot s'éveille dans les draps de soie, désorientée pendant quelques secondes avant que la réalité ne la frappe de plein fouet. Elle n'est plus Margot Dubois, serveuse de café. Elle est la comtesse de Malmaison, épouse d'un homme qu'elle connaît à peine. Un plateau d'argent l'attend sur la table basse, café fumant dans une tasse de porcelaine de Limoges, croissant doré, confiture de figues maison et un journal plié. Le Figaro. En première page, une photo floue d'elle et Édouard sortant de l'église, sous le titre « Le mystérieux mariage du comte de Malmaison, qui est, elle, élu ». Ses mains tremblent en lisant l'article. Édouard de Malmaison, 32 ans, héritier de l'un des plus grands domaines viticoles de France, a épousé hier, dans la plus stricte intimité, une jeune femme inconnue du tout Paris. Margot Dubois, 24 ans, ancienne serveuse dans le Marais, devient ainsi l'une des femmes les plus riches de France. Une union qui soulève bien des questions dans les salons parisiens. Un coup ferme à la porte interrompt sa lecture. « Entrez !» Édouard apparaît, déjà vêtu d'un costume anthracite impeccable, une cravate de soie nouée à la perfection. Il jette un coup d'œil au journal ouvert sur ses genoux. Ils ont été rapides. Son ton est neutre, mais elle perçoit une tension dans sa mâchoire. « Comment vous sentez-vous » Comme un animal de zoo, elle referme brutalement le journal. « Ils ont écrit que J était une arriviste.
Ils écrivent cela de toutes les femmes qui épousent un des hommes fortunés. Il s'assoit dans le fauteuil face au lit, gardant ses distances. Cela vous fait-il regretter? Margot réfléchit. Hier encore, elle était invisible. Aujourd'hui, son visage étale dans les journaux. Non, pas tant que ma mère va mieux. Une lueur d'approbation traverse les yeux d'Édouard. Grand-mère nous attend à 10 heures. Elle a lu l'article. 30 minutes plus tard, vêtue d'un tailleur Chanel bleu marine qui lui donne une allure qu'elle ne se connaissait pas, Margot suit Édouard dans les couloirs lambrissés vers l'aile ouest. Leurs pas résonnent sur le parquet de chêne, couvert par endroits de tapis persans qui ont dû voir passer des générations de Malmaison. La douairière Marguerite de Malmaison les reçoit dans un salon tendu de brocart rouge et or. À 92 ans, elle trône dans un fauteuil Voltaire comme une reine sur son trône. Ses cheveux blancs sont relevés en un chignon parfait, ses bijoux de famille étincellent à son cou et ses poignets, et ses yeux bleu acier ne ratent aucun détail. « Approchez, mon enfant !» Sa voix porte encore l'autorité de décennies de commandement. « Que je vous regarde !» Margot s'avance, le cœur battant. La vieille dame l'examine de la tête aux pieds, avec une intensité qui la met mal à l'aise. « Asseyez-vous. Édouard, laissez-nous. Grand-mère, sortez. J'ai à parler à votre épouse, en privé. » Édouard hésite, lance un regard inquiet à Margot, puis s'incline. « Comme vous voudrez, grand-mère. » Le silence qui suit son départ est pesant. La douairière sert le thé dans des tasses de porcelaine si fines qu'elles en sont translucides. « Ainsi, vous êtes celle qui a séduit mon petit-fils. Chaque mot est ciselé comme un diamant. Et racontez-moi votre version. »« Ma version ?» Margot relève la tête, surprise par sa propre audace. « Il n'y a pas de séduction, madame la douairière. Il y a un arrangement. » Les sourcils de la vieille dame se haussent imperceptiblement. « Continuez. » Et votre petit-fils avait besoin d'une épouse pour conserver son héritage. Ma mère avait besoin d'un traitement médical urgent. Nous avons trouvé un terrain d'entente. Un silence glacial accueille ces paroles. Puis, contre toute attente, la douairière éclate d'un rire cristallin. Mon Dieu, de la franchise! Cela faisait si longtemps que je n'en avais pas entendu dans cette maison. Elle pose sa tasse avec un cliquetis délicat. Savez-vous pourquoi j'ai imposé ce mariage à Édouard? Pour préserver la lignée? Un baliverne, pour lui sauver la vie. Les yeux de la vieille dame se voilent soudain. Mon petit-fils était en train de se détruire. Fête, femme vénale, alcool. Il fuyait ses responsabilités comme la peste. J'ai pensé qu'une épouse l'obligerait à grandir. Margot reste silencieuse, digérant cette révélation. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il choisisse une femme comme vous. La douairière se penche vers elle. Dites-moi, mon enfant, l'aimez-vous? La question la prend de court. Nous nous connaissons à peine. Et ce n'est pas ce que je vous demande. L'aimez-vous? Margot pense à la douceur inattendue dans les yeux d'Édouard la veille, à la façon dont il avait défendu son choix au téléphone, à ce respect-là qu'il lui témoigne malgré leur arrangement. « Je pourrais l'aimer », avoue-t-elle dans un murmure. « Bien. » La douairière se redresse, satisfaite. « Alors nous allons avoir une conversation franche, vous et moi. » Les 2 heures qui suivent changent la donne. Marguerite de Malmaison révèle à Margot les codes de leur monde. Comment se tenir lors des dîners d'apparat, quels sujets aborder ou éviter, comment naviguer dans les eaux très hacheuses de l'aristocratie française. Mais surtout, elle lui confie les failles d'Édouard. Il a peur de l'abandon, explique-t-elle en regardant par la fenêtre les vignes qui étendent à l'horizon. Sa mère l'a confié à des nounous quand il était enfant, son père était toujours en voyage d'affaires. Il s'est construit une carapace pour ne plus souffrir. Bon, pourquoi me dites-vous cela? Parce que cette carapace, vous seul pouvez la briser. Vous n'êtes pas là pour son argent ou son titre. Vous êtes la première femme à entrer dans sa vie sans arrière-pensée. Quand Édouard revient les chercher, il trouve les 2 femmes en grande conversation, partageant des éclats de rire complices. L'image le surprend et le rassure à la fois. Alors, grand-mère, verdict? La douairière se lève avec une agilité étonnante pour son âge. « Votre épouse me plaît, Édouard. Elle a du caractère. Prenez-en soin. » Elle embrasse Margot sur les 2 joues, un geste d'acceptation qui n'échappe à personne. « Ce soir, vous dînerez avec moi. Il y aura quelques invités? » Rien d'officiel, juste quelques amis de la famille. Un sourire malicieux éclaire son visage ridé. Il faut bien que la société fasse connaissance avec la nouvelle comtesse. L'après-midi passe comme un tourbillon.
Margot découvre le domaine en compagnie de Édouard, les chais où vieillissent des milliers de bouteilles, les cuisines du château où s'affairent une dizaine d'employés, les écuries où s'ébrouent des chevaux arabes. Chaque lieu révèle l'ampleur de l'héritage dont elle devient gardienne. « Tout cela vous impressionne ?» demande Édouard alors qu'ils marchent entre les vignes, le soleil couchant dorant les grappes qui mûrissent. « C'est magnifique, mais c'est aussi terrifiant. » Elle ramasse une feuille tombée, la fait tourner entre ses doigts. « Hier, ma plus grande responsabilité était de ne pas renverser le café sur les clients. Aujourd'hui, vous êtes l'une des femmes les plus influentes de France. » Il s'arrête et la regarde intensément. « Cela change-t-il quelque chose entre nous ?» La question plane dans l'air tiède du soir. Margot lève les yeux vers lui, troublée par l'espoir qu'elle lit dans son regard. « Je ne sais pas encore ce qu'il y a entre nous. » Il s'approche d'un pas, si près qu'elle sent son parfum boisé. « Moi non plus, mais j'aimerais le découvrir. » Le moment est brisé par l'arrivée de Madame Dubois, essoufflée. « Monsieur le comte, Madame la comtesse, les premiers invités arrivent. » Le dîner réunit une quinzaine de convives, aristocrates parisiens, industriels lyonnais, artistes en vue. Margot, vêtue d'une robe de soie émeraude qui fait ressortir ses yeux, navigue entre les conversations avec une aisance qui la surprend elle-même. Les conseils de la douairière portent leurs fruits, mais c'est compté sans Céleste. Sa demi-sœur arrive au dessert, accompagnée d'un homme élégant aux tempes grises. Elle porte une robe rouge sang qui attire tous les regards. Ma chère Margot. Elle l'embrasse avec une effusion théâtrale. Félicitations pour ce mariage surprise. Permettez-moi de vous présenter Antoine de Bressac, directeur général des vignobles Bressac. Oh, le nom claque comme une gifle. Les vignobles Bressac sont les principaux concurrents des domaines de Malmaison depuis 3 générations. Édouard se lève, sa courtoisie ne masquant pas sa tension. Monsieur de Bressac. Quelle surprise de vous voir ici. Le plaisir est partagé, mon cher Édouard. J'avais hâte de rencontrer votre charmante épouse. Antoine de Bressac prend la main de Margot et la porte à ses lèvres. Mademoiselle Céleste m'a tant parlé de vous. La soirée bascule. Sous les lustres étincelants de la salle à manger, une partie des échecs grandeur nature commence, où chaque mot, chaque sourire, chaque regard compte. Céleste et Antoine manœuvrent avec l'habileté de fins stratèges, semant de subtiles allusions sur l'origine modeste de Margot, sur la précipitation de ce mariage, sur les vraies motivations de chacun. Mais Margot n'est plus la serveuse intimidée de la veille. Forte des enseignements de la douairière, elle riposte avec une élégance cinglante qui surprend toute l'assistance. « Monsieur de Bressac, j'ai cru comprendre que vos derniers millésimes avaient reçu des critiques. Au mitigé dans la revue du vin de France, le coup porte. L'homme pâlit légèrement. « Ma chère Céleste, » continue Margot en se tournant vers sa demi-sœur, « j'espère que votre nouveau partenariat professionnel vous apportera la satisfaction que vous cherchez. Le message est clair. Je sais pourquoi vous êtes là et je ne me laisserai pas intimider. » Quand les invités se retirent enfin, Édouard accompagne Margot jusqu'à sa chambre. Dans le couloir faiblement éclairé, il s'arrête devant sa porte. « Vous avez été magnifique ce soir !» Sa voix est rauque d'émotion contenue. « J'ai eu une excellente professeure. » Elle pose sa main sur la poignée, mais ne l'abaisse pas. « Édouard, pourquoi Céleste a-t-elle amené cet homme ici ?»« Parce qu'elle veut me détruire, et vous avec. » Il se rapproche, pose sa main sur le chambranle au-dessus de sa tête. « Margot, vous devez savoir, ce que nous avons commencé aujourd'hui, cela aura des conséquences. Il y aura d'autres attaques, d'autres tentatives pour nous séparer. Et vous? Que voulez-vous » Il la regarde longuement, et dans ses yeux gris, elle lit une vulnérabilité qu'il ne montre à personne d'autre. « Je veux que vous restiez, pas pour l'arrangement, pour moi. » Avant qu'elle puisse répondre, il dépose un baiser sur son front, doux et chaste, puis s'éloigne dans le couloir. Dans sa chambre bleue, Margot s'effondre dans le fauteuil près de la fenêtre. En 24 heures, elle a gagné une grand-mère bienveillante, découvert un mari plus complexe qu'elle ne l'imaginait et fait face à sa première bataille sociale. Mais surtout, pour la première fois depuis qu'elle a dit « oui » dans cette église froide, elle commence à entrevoir la possibilité d'un bonheur qu'elle n'avait pas osé espérer. Dehors, la nuit de Malmaison chuchote ses secrets ancestraux. Et dans le cœur de Margot, quelque chose de nouveau commence à germer.
L'espoir que ce mariage de convenance puisse devenir, un jour, un mariage d'amour. 3 semaines après le dîner, l'offensive de Céleste et Antoine de Bressac se déploie avec la précision d'une campagne militaire. Margot découvre l'ampleur des dégâts en feuilletant Paris Match dans le petit salon du château, un matin de novembre où le brouillard enveloppe les vignes comme un linceul. La Cendrillon du Marais? Arnaque ou coup de génie? S'étale sur 6 pages avec des photos volées, elle servant le café chez Henri, son ancien appartement de Belleville, sa mère à l'hôpital. L'article insinue qu'elle a manipulé Édouard, qu'elle est une opportuniste sans scrupules qui a profité de la générosité d'un homme en détresse. Mais le pire, c'est l'encadré Rose Bonbon, témoignage exclusif de Céleste Dubois, demi-sœur de la comtesse. Céleste y dépeint Margot comme une femme calculatrice qui a toujours été jalouse de sa réussite sociale, allant jusqu'à voler le fiancé qu'elle s'était choisi. Elle a toujours eu cette façon de jouer les victimes, déclare Céleste dans l'interview. Quand notre père est mort, elle s'est arrangée pour que tout l'héritage aille à sa mère, me laissant sans rien. Maintenant, elle recommence avec Édouard. Margot ferme le magazine d'un geste brutal, la rage lui brûlant la gorge. Chaque ligne est un mensonge soigneusement orchestré. Son père n'avait laissé aucun héritage, juste des dettes que sa mère avait remboursées seule pendant des années. Les vautours s'acharnent, à ce que je vois. La voix d'Édouard la fait sursauter. Il se tient dans l'encadrement de la porte. Une tasse de café à la main, ses cheveux encore ébouriffés du sommeil. Ces dernières semaines, leurs petits déjeuners partagés sont devenus un rituel tendre, une bulle de normalité dans le chaos médiatique. « Elle volait ma peau », murmure Margot, les larmes aux yeux. « Et ils l'auront peut-être. » Édouard s'assoit près d'elle sur le canapé de velours bordeaux, si près qu'elle sent la chaleur de son corps. « Regardez-moi. » Ses doigts effleurent son menton, l'obligeant à lever les yeux vers lui. « Vous croyez vraiment que quelques ragots de caniveau peuvent de m'impressionner? J'ai survécu à 3 scandales financiers, 2 divorces retentissants dans ma famille et aux critiques des bien-pensants parisiens. Vous pensez qu'une demi-sœur frustrée va me faire fuir? Mais votre réputation? » « Ma réputation? » Il éclate d'un rire sans joie. « Margot, avant vous, ma réputation était celle d'un playboy alcoolique qui dilapidait l'héritage familial dans les casinos de Monte-Carlo. Aujourd'hui, grâce à vous, on me voit comme un homme qui a eu l'intelligence d'épouser une femme authentique. Croyez-moi, c'est un progrès. » Un coup à la porte interrompt leur conversation. Madame Dubois entre, son visage habituellement impassible marqué par l'inquiétude. « Monsieur le comte, Madame la comtesse, la douairière souhaite vous voir immédiatement. » Elle dit que c'est urgent. Dans le salon rouge et or, Marguerite de Malmaison les attend, droite comme un nid malgré ses 92 ans. Mais aujourd'hui, quelque chose dans son port témoigne d'une colère froide qui fait frissonner Margot. « Asseyez-vous, mes enfants. » Sa voix claque comme un fouet. « Nous avons un problème. Un gros problème. » Elle pose un dossier noir sur la table basse. Antoine de Bressac vient de déposer une plainte pour diffamation contre notre domaine. Il prétend que lors du dîner, Margot a publiquement remis en question la qualité de ses vins, causant une chute de ses ventes. « Ah, mais c'est ridicule !» s'exclame Margot. « J'ai juste mentionné les critiques parues dans la presse spécialisée. Peu importe. » Il demande 2 millions d'euros de dommages et intérêts. La douairière ouvre le dossier. Et ce n'est pas tout. Il a aussi saisi le tribunal pour contester la validité de votre mariage. Le sang de Margot se glace. Comment peut-il faire ça? Il invoque le vice de consentement. Il prétend que Édouard était sous l'emprise de l'alcool lors de la cérémonie et que vous l'avez manipulé psychologiquement. Et les yeux bleu acier de la vieille dame étincellent de fureur. Et Céleste lui a fourni des témoignages selon lesquels vous auriez avoué avoir drogué mon petit-fils. Édouard bondit de son siège. C'est grotesque! Je n'ai pas bu une goutte d'alcool ce jour-là. Car ils ont des photos de vous sortant d'un bar à 3 heures du matin, 2 jours avant le mariage. Des témoins prêts à jurer que vous étiez ivre-mort. La douairière referme le dossier d'un geste sec. C'est du chantage, bien sûr. Bressac veut racheter nos vignobles de Chablis. Si nous lui cédons nos parts, il retire sa plainte. Un silence de plomb s'abat sur le salon. Margot comprend soudain l'ampleur du piège qui se referme sur eux. Ce n'est pas seulement son mariage qui est en jeu, c'est l'empire familial tout entier. « Qu'est-ce qu'on fait ?» demande-t-elle d'une voix blanche. « On se bat. » Et la réponse d'Édouard est cinglante.
On ne cède rien à cette ordure. Mon cher enfant, soupire la douairière, parfois la sagesse consiste à savoir quand battre en retraite. Ces vignobles de Chablis ne représentent que 10% de notre chiffre d'affaires. Si on peut sauver le reste... Non! Margot se lève brusquement, surprenant tout le monde par la violence de sa réaction. Non, nous ne cédons rien. Vous croyez que si nous montrons la moindre faiblesse, ils vont s'arrêter là? Demain, ce sera un autre vignoble, puis un autre. Ils ne s'arrêteront que quand ils auront tout détruit. Édouard la regarde avec une admiration non dissimulée. Margot a raison, nous nous battons. Ah, très bien, la douairière se lève à son tour, soudain rajeunie de 10 ans. Alors nous allons leur donner une guerre dont ils se souviendront. Mais pour cela, j'ai besoin que vous me fassiez une confiance aveugle. L'après-midi même, Margot découvre le plan de bataille de sa belle grand-mère. Dans le bureau lambrissé qui surplombe les vignes, la vieille dame déploie sa stratégie avec l'efficacité d'un général d'armée. Première étape, nous contre-attaquons médiatiquement. J'ai appelé Jean-Luc Moreau, directeur du Point. Il me doit quelques services. Margot, vous allez lui accorder une interview exclusive. Mais je ne sais pas comment. Vous apprendrez. Deuxième étape, nous organisons une grande réception pour les vendanges tardives. Nous invitons tout le gratin parisien, tous les critiques gastronomiques, tous les journalistes people. Nous montrons que vous n'avez pas peur, que vous assumez votre place. Édouard fronce les sourcils. Grand-mère, vous ne croyez pas que c'est risqué? Si les invités font bloc contre Margot, c'est exactement le contraire qui va se produire. Un sourire de prédateur éclaire le visage ridé. Parce que Margot va leur servir quelque chose qu'ils n'ont jamais goûté. La vérité. Sans phare, sans calcul, sans arrière-pensée. Dans ce monde de faux semblants, c'est révolutionnaire. Les jours qui suivent passent comme un tourbillon. Margot découvre un aspect d'Édouard qu'elle ne connaissait pas. L'homme d'affaires impitoyable. Il passe des heures au téléphone avec des avocats, mobilise ses relations, fait jouer tous les réseaux familiaux. Le soir, il rentre épuisé mais déterminé. Comment ça se passe? Elle lui demande Margot un soir, alors qu'ils dînent en tête-à-tête dans la petite salle à manger privée qu'ils ont adoptée. Bressac a des appuis puissants, mais nous aussi. Il pose sa fourchette, la regarde intensément. Margot, vous rendez-vous compte que nous pourrions tout perdre? Le château, les vignes, l'héritage, tout. Et vous rendez-vous compte que cela ne me fait pas peur? Elle pose sa main sur la sienne. Édouard, il y a 3 semaines, j'y étais serveuse. Si demain je redeviens serveuse, le monde ne s'écroulera pas. Mais si nous laissons des gens comme Bressac et Céleste gagner par la lâcheté et le mensonge, il retourne sa main pour emprisonner la sienne. Je ne vous mérite pas. Peut-être pas, mais vous m'avez. Elle sourit, et pour la première fois depuis longtemps, ce sourire est sans peur. Et ensemble, nous sommes plus forts que tous. Cette nuit-là, pour la première fois depuis leur mariage, Édouard frappe à sa porte. Elle ouvre, vêtue de sa chemise de nuit de soie blanche, ses cheveux défaits cascadant sur ses épaules. « Je n'arrive pas à dormir, » avoue-t-il. « Moi non plus. » Ah, il s'installe sur le balcon de la chambre bleue, enveloppé dans des plaids, à regarder les étoiles au-dessus des vignes endormies. Ils parlent jusqu'à l'aube, de leurs peurs, de leurs espoirs, de leurs rêves d'enfant. Margot lui raconte sa vie avec sa mère, les fins de mois difficiles, mais aussi les fous rires partagés devant les vieux films français le dimanche soir. Édouard évoque sa solitude dorée, les internats prestigieux où on lui apprenait tout sauf à aimer. Quand le soleil se lève sur les collines de Bourgogne, quelque chose d'irréversible s'est passé entre eux. Sans un mot, sans un geste déplacé, ils sont devenus plus proches que bien des couples mariés depuis des années. Margot, murmure-t-il alors qu'elle sommeille contre son épaule. Quoi qu'il arrive dans les semaines qui viennent, je veux que vous sachiez une chose. Je n'ai jamais regretté ce mariage, pas une seconde. Elle ouvre les yeux, plonge son regard dans le sien. Moi non plus. Et dans cette aube naissante, tandis que les cloches du village sonnent 6 heures, Margot comprend que ce qu'elle ressent pour cet homme n'a plus rien à voir avec la reconnaissance ou la gratitude. Elle l'aime, vraiment, profondément, irrémédiablement. Reste à savoir s'ils survivront à la tempête qui s'annonce pour avoir le droit de vivre cet amour au grand jour. Dans 3 jours aura lieu la réception des vendanges tardives. Le tout Paris sera là. Et avec lui, tous ceux qui veulent leur perte. La bataille finale peut commencer.
Le jour J arrive avec une bruine d'automne qui transforme le château de Malmaison en décor gothique. Margot se tient devant le miroir de sa chambre bleue, contemplant la robe qu'a choisie la douairière, une création Dior en velours noir brodé de fils d'or, qui épouse sa silhouette comme une seconde peau. Aux oreilles, elle porte les perles des Malmaison, transmises de mère en belle-fille depuis 4 générations. Vous êtes magnifique. Édouard apparaît dans le reflet, impeccable dans son smoking. Mais Margot lit l'inquiétude dans ses yeux gris. « J'ai peur », avoue-t-elle sans détour. « Moi aussi ». Il s'approche, ajuste le collier de perles sur sa nuque, avec une tendresse infinie. « Mais nous sommes ensemble. C'est tout ce qui compte. » En bas, le château s'est transformé en théâtre d'opéra. Les salons regorgent de fleurs, dahlias pourpres, roses thé, branches de vigne aux feuilles cuivrées. 200 invités sont attendus. Le gratin parisien, les critiques gastronomiques, les journalistes, mais aussi les vautours venus assister au spectacle de leur chute. La douairière, resplendissante dans sa robe de taffetas bleu nuit, fait les présentations avec l'aisance d'une diplomate aguerrie. « Margot, permettez-moi de vous présenter le baron de Rothschild. Madame la ministre de la Culture, Monsieur Ducasse. Chaque poignée de main est un test. » Margot sent les regards qui la jaugent, les sourires de circonstance, les murmures dans son dos. Mais elle tient bon, forte des conseils de sa belle grand-mère et de la présence rassurante d'Édouard à ses côtés. L'interview accordée au Point a fait mouche. 3 pages où Margot raconte son histoire sans phare. L'enfance difficile, sa mère malade, le sacrifice consenti pour la sauver. Surtout, elle y révèle des détails que seuls Céleste et elle connaissaient, prouvant que sa demi-sœur a menti à Paris Match. « Elle prétend que j'ai hérité à la mort de notre père », avait-elle déclaré aux journalistes. « Voici les factures que ma mère a payées pour éponger ses dettes. 20 000 € de découverts bancaires, des saisies évitées de justesse. Céleste le sait parfaitement, elle était présente chez le notaire. Mais ce soir, l'heure n'est plus au mot, c'est elle épreuve du feu. À 20 heures, le dîner est servi dans la grande salle à manger sous les portraits des ancêtres Malmaison. Margot est placée à la droite de Édouard, face à un parterre d'invités dont elle devine les intentions variées. Certains sont venus par curiosité, d'autres par amitié pour la famille. Mais beaucoup attendent le faux pas, la gaffe qui confirmera qu'elle n'est pas à sa place. Le premier service passe sans encombre, velouté de potimarron aux châtaignes, servi dans de la vaisselle de Sèvres. Les conversations roulent sur les sujets neutres, la météo, les vendanges, l'actualité culturelle. Mais Margot sent la tension monter comme une marée. C'est au moment du gigot d'agneau aux herbes de Provence qu'Antoine de Bressac fait son entrée. Il a eu l'audace de venir, accompagné de Céleste qui porte une robe rouge écarlate assortie à son sourire carnassier. « Mes excuses pour ce retard », lance Bressac d'une voix qui porte dans toute la salle. Un contretemps professionnel. Vous savez ce que c'est? Les affaires n'attendent pas. Le message est clair. Contrairement aux Malmaison qui jouaient les châtelains, lui travaille vraiment. Édouard se lève avec une courtoisie glaciale. « Monsieur de Bressac, mademoiselle Dubois, quel ?» Au plaisir inattendu. « Oh, mais nous ne pouvions rater cette soirée !» Céleste embrasse sa demi-sœur avec une effusion théâtrale. « Surtout après ton interview, si... » Émouvante dans le point. « Tu as toujours eu le don du storytelling, ma chérie. » Le mot storytelling sonne comme une gifle. Il insinue que Margot a romancé sa vie, manipulé l'opinion publique. « J'ai simplement dit la vérité, » répond Margot calmement. « C'est un exercice que tu devrais essayer un jour. » Un murmure parcourt l'assemblée. Premier sang tiré. Le dîner reprend, mais l'atmosphère s'est tendue. Bressac monopolise la conversation, racontant ses succès commerciaux, ses innovations œnologiques, ses projets d'expansion. Chaque anecdote est un missile dirigé contre la gestion traditionnaliste des Malmaison. Bien sûr, lance-t-il en dégustant le Chablis premier cru 2015, quand on hérite de vignobles séculaires, c'est plus facile que de partir de rien. Moi, j'ai dû bâtir mon empire à la force du poignet. Oh, comme c'est admirable, répond la douairière avec un sourire de marbre. Dommage que vos derniers millésimes aient été si sévèrement notés par Robert Parker. 85 points, c'est... Comment dit-on? Décevant. Touché. Bressac blêmit légèrement. Mais c'est au moment du fromage que l'attaque frontale se dessine. Pierre Delarue, critique gastronomique au Figaro et visiblement acquis à la cause Bressac, prend la parole. « Madame la comtesse,
dit-il en se tournant vers Margot. Cette ascension sociale fulgurante doit être dépaysante. Comment s'habitue-t-on à un tel luxe quand on a servi le café pendant des années? Le silence se fait. Tous les regards convergent vers Margot. C'est le moment de vérité, l'instant où elle peut sombrer ou s'élever. Elle pose délicatement son verre de vin, se redresse et sourit. À Monsieur Delarue, vous avez raison, c'est dépaysant. Quand on a appris à compter chaque centime, on mesure mieux la valeur des choses. Elle laisse son regard balayer l'assemblée. Quand on a vu sa mère pleurer parce qu'elle ne pouvait pas s'offrir ses médicaments, on comprend ce que signifie vraiment la richesse. Ce n'est pas l'argent qu'on possède, c'est ce qu'on en fait. Elle se lève, sa voix portant maintenant dans toute la salle. J'ai épousé Édouard par nécessité, c'est vrai. Mais j'ai découvert un homme qui emploie 600 personnes, qui finance des écoles dans les villages viticoles, qui reverse anonymement des millions à des associations caritatives. Voilà la vraie richesse des Malmaisons. Elle ne se compte pas en euros, elle se mesure en vie transformée. Un murmure admiratif parcourt l'assistance. Même les plus sceptiques semblent ébranlés par cette sincérité brute. Mais Céleste contre-attaque immédiatement. Comme c'est touchant. Elle se lève à son tour, ses yeux lançant des éclairs. Margot a toujours eu ce don pour se présenter en victime. « Mais dites-nous, ma chère sœur, pourquoi as-tu menti sur l'état de santé de ta mère ?» Le coup frappe Margot en plein cœur. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Oh, allons !» Céleste sort son téléphone, affiche une photo. Isabelle Dubois, prise hier à sa sortie de l'hôpital. En pleine forme, souriante, au bras d'un homme charmant. Curieux, pour quelqu'un qui était soi-disant à l'agonie il y a 1 mois. À la photo circule de main en main. Margot la regarde, incrédule. Sa mère, effectivement, rayonnante de santé, au bras d'un homme qu'elle ne connaît pas. Tu vois, triomphe Céleste. Toute cette histoire de mère mourante, était du cinéma. Margot s'est servie de la générosité d'Édouard pour s'enrichir. Un brouhaha s'élève dans la salle, les invités commentent, s'indignent, prennent parti. Margot sent le sol se dérober sous ses pieds. Mais c'est Édouard qui sauve la situation. « Mademoiselle Dubois, dit-il en se levant, sa voix coupante comme une lame, vous avez raison. Madame Dubois va beaucoup mieux. Grâce aux 50 000 € de traitement que j'ai financés, grâce aux meilleurs médecins de Paris que j'ai mobilisés, grâce aux soins que ma femme a rendus possibles par son sacrifice. » Il s'avance vers Céleste, la dominant de toute sa hauteur. Ce que vous appelez cinéma, je l'appelle amour filial. Ce que vous appelez arnaque, je l'appelle courage. Et ce que vous appelez mensonge, il marque une pause théâtrale. Je l'appelle la plus belle preuve d'authenticité que j'ai jamais rencontrée. Il tend la main à Margot, qui la saisit avec reconnaissance. Ma femme ne m'a jamais menti. Contrairement à d'autres, son regard se pose sur Bressac. Savez-vous, monsieur de Bressac, que nous avons découvert vos liens avec certains journalistes peu scrupuleux? Que nous avons les preuves de votre campagne de diffamation? Que votre plainte pour vice de consentement repose sur des témoignages achetés? Bressac se redresse, blême mais combatif. Prouvez-le! Avec plaisir. Édouard fait un signe. Madame Dubois entre, portant un dossier qu'elle remet à la douairière. Mesdames et messieurs, annonce la vieille dame de sa voix de cristal, permettez-moi de vous présenter quelques documents intéressants. Premièrement, les virements bancaires de Monsieur de Bressac vers le compte de Jean-Marc Olivier, photographe freelance, en échange de photos compromettantes. Deuxièmement, l'enregistrement de sa conversation avec Céleste Dubois, où il planifie leur campagne de destruction. Troisièmement, ça suffit! Bressac bondit de sa chaise, le visage déformé par la rage. Vous n'avez aucun droit, ces enregistrements sont illégaux. Pas quand ils sont réalisés dans un lieu public, répond calmement la douairière. Le Café de Flore enregistre toutes les conversations à des fins de sécurité. Nous avons simplement demandé les bandes du 15 novembre. Céleste est devenue livide. Margot, tu quoi? Margot s'avance vers sa demi-sœur. Et pour la première fois de sa vie, elle ne ressent plus aucune compassion pour elle. Tu as essayé de détruire ma vie, mon mariage, la réputation de mon mari? Les larmes coulaient sur les joues de Céleste. Mais Margot n'en a cure. Tu veux savoir la différence entre nous, Céleste? Moi, quand j'ai eu peur de perdre ma mère, j'ai tout sacrifié pour la sauver. Toi, quand tu as eu peur de me voir heureuse, tu as tout fait pour me détruire. Voilà qui nous sommes vraiment. Un silence de cathédrale s'abat sur la salle. Puis, lentement,
Quelqu'un se met à applaudir. C'est le baron de Rothschild, puis la ministre de la Culture. Puis toute la salle, debout, ovationne Margot et Édouard. Bressac et Céleste quittent la réception dans un silence glacial, leurs rêves de vengeance réduits en cendres. Plus tard, quand les derniers invités sont partis, Margot et Édouard se retrouvent sur la terrasse, sous les étoiles d'automne. Elle a troué sa robe de gala contre un pull en cachemire, lui a desserré sa cravate. « Or, c'est fini ?» demande-t-elle. « Oui, Bressac va retirer sa plainte demain. Il n'a plus le choix. » Édouard la prend dans ses bras. « Vous avez été extraordinaire ce soir. »« Nous avons été extraordinaires. » Elle lève son visage vers lui. « Édouard, ce que vous avez dit tout à l'heure, que je ne vous avais jamais menti. C'est la vérité. Même quand je vous ai caché que je commençais à vous aimer, il reste silencieux un long moment. Ses yeux sont dans les siens. « Surtout cela, » murmure-t-il avant de poser ses lèvres sur les siennes. Ce baiser n'a rien à voir avec celui, chaste, de leur mariage. C'est un baiser de passion, de reconnaissance mutuelle, d'amour enfin avoué. Quand ils se séparent, ils sont tous deux tremblants. « Margot, » chuchote-t-il contre ses lèvres, « voulez-vous recommencer ?»« Recommencer quoi ?»« Tout, notre mariage, notre histoire, notre vie !» Mais cette fois, pour les bonnes raisons. Elle sourit, et dans ce sourire, il y a toute la lumière du monde. Oui, 1000 fois oui. Dans le château de Malmaison, sous le regard bienveillant des ancêtres et des vignes endormies, l'amour vient enfin de triompher de tous les obstacles. Mais cette victoire n'est que le prologue d'une histoire qui ne fait que commencer. 2 ans plus tard, printemps à Malmaison. Les cerisiers du parc explosent en corolle rose quand Margot traverse les jardins à la française, ses pas légers sur les graviers blancs. Dans ses bras, elle porte Isabelle, sa fille de 6 mois aux yeux gris de son père et aux cheveux bruns de sa mère. Le château de Malmaison résonne des rires d'enfants, ceux des employés du domaine qui viennent profiter de la crèche que Margot a créée dans l'ancienne orangerie. « Madame la comtesse !» Henri, son ancien patron du café, s'approche en souriant, ses cheveux blancs ébouriffés par le vent printanier. La pâtisserie marche si bien que nous avons reçu une commande de 300 éclairs pour elle, Élysée. Que Margot rit, rayonnante. L'école de pâtisserie Margot Dubois, installée dans les communs du château, forme chaque année une trentaine de jeunes en difficulté au métier de la boulangerie. Ce qui avait commencé comme un projet personnel est devenu une référence nationale, soutenue par les plus grands chefs. « Henri, vous savez bien qu'ici, c'est vous le patron. » Elle lui confie le bébé avec une tendresse naturelle. « Surveillez-la 2 minutes, je vais chercher Édouard. » Dans le chai principal, elle trouve son mari au milieu des barriques centenaires, en grande discussion avec le maître de chai. Édouard a troqué ses costumes 3 pièces contre un jean et une chemise blanche retroussée aux manches. À 34 ans, il a gardé sa prestance aristocratique, mais son regard s'est adouci, réchauffé par le bonheur. « Da comment va notre Chablis 2023 ?» demande Margot en se glissant dans ses bras. « Parfait, comme tout ce que nous touchons ensemble. » Il dépose un baiser sur ses cheveux, ce geste tendre devenu rituel. Robert Parker vient de nous attribuer 98 points, le plus haut score jamais obtenu par les domaines de Malmaison. Leur réussite professionnelle égale leur bonheur personnel. Sous l'impulsion de Margot, les Malmaisons ont révolutionné leur méthode. Viticulture biologique, circuits courts, partenariat avec les restaurants locaux. Les bénéfices ont doublé en 2 ans, mais surtout, l'entreprise familiale est devenue un modèle d'éthique sociale. « Oh, grand-mère nous attend pour le déjeuner », lui rappelle Margot. « Elle a invité ta mère ?» Le visage d'Édouard s'assombrit légèrement. Patricia de Malmaison, sa mère, a eu du mal à accepter ce mariage qu'elle jugeait mésalliance. Il a fallu la naissance d'Isabelle pour qu'elle s'adoucisse, touchée par la ressemblance frappante entre le bébé et Édouard enfant. Dans la salle à manger privée, 4 générations de femmes, Malmaison, se retrouvent autour de la table. La douairière, 94 ans, est toujours alerte. Patricia, 68 ans, élégante et distante, mais moins hostile. Margot, 26 ans, épanouie, et la petite Isabelle qui gazouille dans les bras de son arrière-grand-mère. « Et Margot, ma chère enfant, » dit la douairière en berçant le bébé, « j'ai reçu une lettre ce matin. Du ministère de la Culture. Il souhaite vous décorer de l'ordre du mérite pour votre action sociale. » Moi? Margot manque de s'étrangler avec sa gorgée de vin. « Mais enfin, je n'ai fait que transformer la vie de centaines de personnes.
coupe Patricia avec une douceur nouvelle. Margot, j'avoue que j'ai mis du temps à comprendre. Quand Édouard m'a annoncé son mariage, j'ai cru qu'il avait perdu la tête. Aujourd'hui, elle hésite, puis sourit. Aujourd'hui, je sais qu'il l'avait retrouvé. L'après-midi, Margot rend visite à sa mère dans la petite maison qu'elle lui a achetée au village. Isabelle Dubois, 52 ans, a retrouvé toute sa vitalité. Elle cultive un jardin potager, donne des cours d'alphabétisation à la bibliothèque municipale et rayonne de cette sérénité propre aux gens qui ont frôlé la mort et choisi la vie. « Oh, ma petite étoile !» l'accueille-t-elle en l'embrassant. « Comment vas-tu ?»« Bien, maman. »« Très bien. » Margot s'assoit dans la cuisine ensoleillée, humant l'odeur de la tarte aux pommes qui refroidit sur le rebord de la fenêtre. « Et toi? Paul te rend heureuse ?» Paul Moreau, le compagnon que sa mère s'est choisi, un ancien professeur de littérature veuf comme elle, entre justement, les bras chargés de roses du jardin. « Bonjour Margot, comment va notre petite comtesse ?» Le titre ne la dérange plus. Au contraire, elle l'a fait sien, l'a transformé en outil de changement social. La comtesse de Malmaison n'est plus seulement un nom sur une carte de visite, c'est une responsabilité assumée, une force au service des autres. « Maman, » dit Margot en prenant les mains abîmées par les années de labeur, « es-tu heureuse ?» Ah, plus que je n'aurais jamais osé l'espérer. Isabelle sourit, ses yeux s'embuant légèrement. « Ah, tu sais, ma chérie, quand J était malade, j'avais si peur de te laisser seule, sans protection, sans famille vraie. Aujourd'hui, elle regarde par la fenêtre le château qui se dresse au loin. Aujourd'hui, je sais que tu as trouvé ta place, ta vraie place. » Le soir tombe doucement sur Malmaison quand Margot et Édouard se retrouvent sur leur terrasse privée, celle où ils avaient échangé leur premier vrai baiser. Isabelle dort paisiblement dans son berceau ancien, bercée par la brise tiède qui porte les parfums des vignes en fleurs. « Mais tu sais à quoi je pense ?» murmure Margot, blottie contre l'épaule de son mari. « À notre première nuit ici, tu étais terrifiée. »« J'y étais terrifiée, » confirme-t-elle en riant. « Mais pas pour les raisons que tu crois. J'avais peur de ne pas être à la hauteur, de décevoir ta famille, de ne pas savoir tenir mon rôle. Oh, et maintenant? Maintenant, je sais que le rôle, c'est moi qui l'écris. Jour après jour. » Elle se redresse pour le regarder dans les yeux. « Édouard, crois-tu au destin? » « Avant toi, non. Maintenant. » Il caresse sa joue avec une tendresse infinie. « Comment appeler autrement cette rencontre impossible? Cette alchimie entre une serveuse du Marais et un comte bourguignon? Cette transformation mutuelle? Transformation? Tu m'as appris à aimer vraiment. À donner sans compter, à être un homme meilleur. » Il l'embrasse sur le front. « Et en retour, j'espère t'avoir montré que tu valais tous les châteaux du monde. » Et un silence paisible s'installe entre eux, ponctué par le chant des grillons et le murmure lointain des fontaines du parc. « Margot, » reprend Édouard, « si c'est était à refaire, ce mariage de convenance, cette mascarade du début, ah, je recommencerai sans hésiter, » coupe-t-elle. « Parce que même si nous nous sommes mariés pour de mauvaises raisons, nous avons trouvé les bonnes en cours de route. Et Céleste, tu lui as pardonné ?» Margot soupire. Sa demi-sœur a quitté Paris après le scandale, s'est installée à Londres, où elle travaille pour une galerie d'art. Elles ont échangé quelques lettres froides, polies, sans chaleur. Le pardon viendra peut-être avec le temps. J'ai appris quelque chose, Édouard. On ne peut pas forcer l'amour, mais on ne peut pas non plus forcer la haine. Céleste a fait ses choix, j'ai fait les miens. Au final, nous sommes toutes les deux responsables de nos vies. Au loin, les cloches du village sonnent 10 heures. C'est l'heure du coucher pour les habitants de Malmaison, l'heure où le château s'endort dans la paix des fins heureuses. « Une dernière question ?» chuchote Margot à l'oreille de son mari. « Si demain, nous perdions tout, le château, l'argent, le titre, que ferions-nous » Édouard réfléchit sérieusement à la question. « Nous achèterions un petit café quelque part. Toi, tu ferais les pâtisseries les plus délicieuses de France. Moi, je servirais le meilleur café du monde. Et le soir, nous compterions nos pourboires en nous disant que nous sommes les gens les plus riches de la terre parce que nous nous aimons. Et c'est exactement pour ça que je t'aime, » murmure Margot avant de l'embrasser sous le ciel étoilé de Bourgogne. Leçon finale et message d'espoir. Quelques mois plus tard, Margot donne une conférence à la Sorbonne devant un amphithéâtre bondé des étudiants. Le titre, « De l'authenticité à l'accomplissement. Quand être soi suffit à changer sa vie. » « Mes chers amis,
dit-elle depuis l'estrade, radieuse dans son tailleur simple. On me demande souvent quel est le secret de ma réussite. La réponse va peut-être vous décevoir, il n'y en a pas. Ou plutôt, il n'y en a qu'un. Restez authentique, quelles que soient les circonstances. Elle marque une pause, son regard balayant les visages attentifs. J'ai épousé un comte parce que ma mère était malade. J'aurais pu mentir, jouer un rôle, prétendre être ce que je n'étais pas. Au lieu de cela, j'ai choisi de rester Margot Dubois, fille de Belleville, serveuse de café, femme qui aime sa mère plus que tout. Et savez-vous ce qui s'est passé? Les gens ont respecté cette authenticité. Ils ont vu en moi non pas une arriviste, mais une femme courageuse. Un étudiant lève la main. Madame la comtesse, mais comment fait-on quand on n'a pas votre chance? Quand on ne rencontre pas le prince charmant? Margot sourit, reconnaissant dans cette question ses propres doutes d'autrefois. Mon jeune ami, la chance, c'est la préparation qui rencontre l'opportunité. J'ai eu la chance de rencontrer Édouard, c'est vrai. Mais j'y étais préparé. Préparé à me sacrifier pour quelqu'un que j'aimais. Préparé à assumer les conséquences de mes choix, préparé à me battre pour mes convictions. La chance ne fait que révéler qui nous sommes vraiment. Elle descend de l'estrade, se rapproche des étudiants. Vous voulez un conseil? Arrêtez d'attendre le prince charmant ou la fée marraine. Soyez votre propre héros. Aimez avec courage, travaillez avec passion, restez fidèles à vos valeurs. Le reste suivra naturellement. Un tonnerre d'applaudissements salue ses paroles. Dans le public, Édouard la regarde avec cet amour intact qui ne les quitte jamais. Call to action finale. Mes chers téléspectateurs, conclut la voix narratrice tandis que l'image se fige sur Margot et Édouard, marchant main dans les vignes dorées par le soleil couchant. L'histoire de Margot et Édouard nous enseigne que l'amour véritable naît souvent là où on ne l'attend pas, que le courage de rester authentique peut transformer nos vies les plus ordinaires en destins extraordinaires. Et comme Margot, nous pouvons tous choisir l'amour plutôt que la peur, l'authenticité plutôt que le mensonge, la générosité plutôt que l'égoïsme. Ces choix l'ont menée du café de Belleville au château de Malmaison, mais surtout, ils l'ont conduite vers elle-même. Et vous, quel choix ferez-vous aujourd'hui pour transformer votre vie? Partagez votre histoire en commentaire, inspirez-vous mutuellement et souvenez-vous, chaque jour est une nouvelle chance de devenir la meilleure version de vous-même. Et si cette histoire vous a touché, liké, partagé, et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits qui prouvent que l'amour et le courage peuvent vraiment changer nos vies. À très bientôt pour de nouvelles aventures du cœur. Fin. Message final. Dans un monde où tant d'histoires finissent mal, celle de Margot et Édouard nous rappelle que l'authenticité, le courage et l'amour véritable restent les clés d'une vie accomplie. Pas besoin d'être comte ou comtesse pour vivre une grande histoire d'amour. Il suffit d'être courageusement soi-même.